Salut à tous, épisode 19 avec Movistar. On va terminer la saison. Et peut-être d'une manière que je fais pas trop souvent. Donc on va s'attarder un petit peu sur ces semi-classiques italiennes avant d'aller sur le Tour de Lombardie. Et puis on terminera avec Paris-Tour. Vous voyez, Bernocchi, Giro dell'Emilia, le Grand Prix Bruno Beghelli, les trois Valle Varesine, Milano-Torino. Et voilà, donc quelques bilans après. On termine. Et puis ensuite, il s'agira d'entamer une nouvelle saison avec notamment Marc Hirschi qui va nous rejoindre avec des possibilités donc de contestation sur certaines courses avec le brillant coureur suisse. Voilà. Sur Bernocchi, eh bien, que se passe-t-il? J'ai aligné plutôt une équipe de Flandriens, hein, en fait. Hein. C'est un peu mon équipe de Flandriens habituelle, sauf qu'il y a quand même Almeida. Alors, choix bizarre, peut-être. En tout cas, vous allez voir qu'en fait, si cette course, je la montre, parce que bon, j'aurais pu aussi la jouer et ne pas montrer, mais c'est qu'en fait, il va y avoir un accident industriel. C'est-à-dire que vous avez ici près de 20 minutes d'avance pour l'échapper. Alors, elle est composée de coureurs assez modestes, mais c'est quand même assez amusant de voir que, en fait, c'est perdu, hein. C'est quasiment perdu pour le peloton à ce stade-là. Du coup, je me décidais à rouler, en fait. Je me décidais à rouler, et on va essayer de voir. Ça va être une espèce de course contre l'échappée, là, en essayant, du coup, de sacrifier tout le monde, de faire rouler tout le monde. Quelque part, je massacre tous mes plans, puisque, a priori, je m'étais dit, Almeida sera peut-être le dernier soutien de Garcia Cortina qui doit logiquement jouer le sprint. C'est pour ça qu'en fait je protège encore à ce stade-là Almeida et Garcia Cortina. Mais vous voyez, sous l'effet du travail de tous mes équipiers, on a réussi à boucher l'écart. On est revenu à moins de 3 minutes. Après être passé donc presque à une vingtaine de minutes. Il reste quand même 30 km avec quelques difficultés, mais surtout, mes types sont capoutes. Après, l'avantage, c'est que, comme j'ai remis en selle le peloton en roulant comme un malade et en sacrifiant 5 types, peut-être que maintenant, on peut avoir de l'aide. Donc, mais par contre, c'est sûr que si on n'avait pas amorcé cette remontée, c'était terminé. Alors, du coup, pas évident. Stratégie, tu joues pour Cortina ou tu joues pour Almeida. Et je me suis dit à ce stade-là, non, revois ton truc. Tu vas plutôt essayer de jouer pour Almeida qui, lui, a les moyens, dans la dernière ascension, de peut-être boucher l'écart restant, parce qu'il reste quand même 2 minutes vis-à-vis de l'échappée. Almeida a plus les moyens de recoller que Cortina. Du coup, j'ai sacrifié mon sprinter fétiche, sprinter un peu polyvalent, fétiche Cortina, et je me suis dit, allez, on va jouer le coup avec Almeida. Donc, on essaie d'utiliser jusqu'aux dernières gouttes de barre notre Ivan Garcia Cortina national. Et après, c'est le champion du Portugal qui va comme ça devoir se débrouiller solo. Alors évidemment, il y a un petit concours d'Astana là qui nous a un peu aidé. Et puis surtout, voilà, hop, on rentre sur l'échappée. Alors il faut se positionner à l'avant. Maintenant, c'est une descente. Il y a une descente et Almeida, il est cramé quasiment. Quasiment cramé, mais il est dans le bon groupe. Donc, à la limite, il va falloir peut-être tenter quelque chose sans attendre le sprint, bien sûr, parce qu'au sprint, on est tapé, c'est sûr. Et donc, je vais essayer quelque chose maintenant. Je vais essayer de sortir à ce stade-là, à 3 km, 2 km de l'arrivée, voir si derrière, ça conteste ou si finalement tout le monde est mort. Et, en fait, assez incroyable scénario sur cette course. Et ouais, Almeida va comme ça s'imposer en solitaire. Alors, on l'aura pas volé, On l'a pas volé parce que nous, au moins, on s'est bougé les fesses pour essayer de faire quelque chose et d'éviter ce scénario complètement catastrophique d'une échappée comme ça qui est même pas contestée par le peloton sur une classique, bon, qui n'arrive pas. Voilà, donc petit moment ouf. Allez, on a eu petit battement cardiaque parce que honnêtement, c'était pas gagné. J'étais assez content. J'étais assez content de celle-là. Derrière, c'est le Giro dell'Emilia. Alors ça, c'est une épreuve peut-être un petit peu plus prestigieuse. On sait que chaque année, sur cette course, on a de très très beaux coureurs qui viennent. J'ai encore souvenir de la victoire de Roglic
en 2019, pour ne citer qu'elle, qui était très très belle, mais je me souviens encore d'une très très belle course en 2018 aussi. Et c'est vraiment une course très très sympa, avec cette difficulté comme ça dans le final qui est assez magnifique. Alors on a une équipe qui est plutôt forte, mais attention, hein, vous avez vu, il va y avoir aussi un fait de course. Alors celui-là n'est pas de même nature, mais on va avoir fait de course, c'est Mas et Valverde pour nous, mais surtout le champion du monde tout frais, hein, voire épisode précédent, Julien Alaphilippe, qui s'était imposé au nez à la barbe d'Higuita sur le circuit d'Imola. Ça, on le sait déjà, mais surtout, il a chuté, et du coup il y a toute l'équipe de Koenig Quick-Step qui essaie de le remonter. C'est assez prodigieux ce scénario, et puis devant ça mollit pas, hein. Vous avez encore Remco Evenepoel qui est le dernier relais, on va dire, d'Alaphilippe pour ce qui est d'essayer de recoller au groupe des favoris. Mais en fait, ça c'est le truc qui tue sur PCM. Tu te prends une chute à un moment donné, ensuite le peloton roule pas mal, et finalement, tu es tout le temps à combattre pour essayer de rentrer. C'est ce qui se passe pour Alaphilippe. On voit Remco qui rend l'âme là, à ce moment-là. Alaphilippe, il n'a pas énormément à boucher. Hein, regardez. Là, les coureurs qu'on aperçoit, c'est l'arrière du peloton. Donc c'est encore gérable. Hein. C'est encore gérable. Moi, j'ai relevé Mas, évidemment, et Valverde depuis longtemps, parce que avec leur forme catastrophique et puis les circonstances de course, il n'y avait plus rien à échapper. Puis je voulais pas non plus aider Alaphilippe à rentrer, parce que moi j'ai des forces à l'avant. Donc j'ai pas voulu non plus faire le jeu de Koenig Quick-Step. Ici on voit, Alaphilippe fait de la résistance. On est loin, on est loin de l'arrivée, on a plus de 100 bornes. Hein. Et vous voyez, l'écart il s'est creusé. Je vous le dis, hein, il rentrera jamais. Il rentrera jamais. Et c'est comme ça un énorme favori de cette course qui est éliminé. Allez, plutôt rapidement, allons-nous dire. Higuita, Soler, Almeida restent donc les trois forces principales de notre équipe pour essayer de tenter de s'imposer, hein, puisque s'il n'y a plus Julien, peut-être que nous avons un petit mot à dire. Alors je vais tenter ici de projeter Almeida à l'avant, étant donné, il est en contre avec Visconti là, étant donné que dans cette partie, tant qu'Almeida n'aura pas claqué une grosse perf, ce qui n'est pas encore le cas. Je dis pas encore parce que je suis assez optimiste sur le fait qu'un jour ou l'autre, il nous en claque une. Hein. C'est pas la victoire sur Bernocchi qui est significative de quoi que ce soit. Tant qu'il n'a pas claqué quelque chose qui lui fait remonter sa renommée, sa réputation, il aura parfois des bons de sortie. On a vu qu'ici, je l'ai relevé, parce que le coup n'était quand même pas très bon. Visconti, en plus, a roulé de manière un petit peu égoïste. À un moment donné, il en plante une, bref. C'était pas le bon scénar, mais je sais que j'ai un joker avec Almeida. Joker que, par exemple, je n'ai plus avec Higuita ou avec Mas ou Soler, qui ont une notoriété beaucoup trop importante. Mais je l'ai aussi avec Prieto. Hein, il est pas là, mais y a comme ça des coureurs avec lesquels on a encore une petite carte à jouer. Faut la jouer le bon jour, en fait. Ce sera pas aujourd'hui pour Almeida, parce qu'on va y aller de manière un peu plus classique. À voir si on va rouler plutôt pour Higuita ou pour Soler. A priori, ce sera pour un des deux. Et plus on s'approche de la fin, plus je me dis que c'est peut-être pour Soler que je vais jouer. En demandant à Higuita de faire pas mal de sacrifices. Le groupe des favoris est restreint maintenant à un petit peu plus d'une vingtaine de coureurs. On aperçoit Valgren, on aperçoit c'est Simon Yates ou Adam, c'est Adam. Hein. Il y a Jakob Fuglsang également, Jack Haig. Voilà, ouais. Il y a quelques jolis noms du peloton dans ce final. Il reste encore 2 fois l'ascension la plus délicate de ce Tour d'Émilie à gravir, et ça part un petit peu sans nous ici. Regardez, voilà, il y a quelques coureurs qui ont fait une petite cassure, donc encore une fois, on est bien heureux d'avoir Higuita sous la main pour essayer de ramener Soler. Oui, attention donc, c'est aussi Esteban Chavez qui est rentré comme ça sur l'échappée, et un petit peu plus tard, en fait, les échappées vont craquer, et la gagne va se jouer entre tous ces hommes-là. Alors, Soler, dans la roue d'Adam Yates, très très bien placé, puisque c'est Jack Haig qui fait le boulot. Et puis il va se passer un truc qu'on voit pas forcément venir. Regardez, là je me dis, là c'est ficelé, non? Franchement, c'est dans la poche. Et bien en fait, ça va pas être dans la poche du tout, puisque Soler va se faire surprendre par Antunes. Énorme victoire
du coureur portugais. Alors là, celle-là, pour la prévoir à l'avance, fallait se lever tôt. Donc, deuxième place pour Soler, battu par Antonies sur ce Giro dell'Emilia. Donc, il se passe toujours quelque chose sur ces courses. Hein, que ce soit, c'est pas super prestigieux, mais il se passe des trucs. Bah, c'est peut-être pas fini. Peut-être pas fini. On va voir ça de suite. Dans la foulée, je me dis, allez, sur le Grand Prix Bruno Beghelli, peut-être essayer de faire quelque chose pour Rojas, puisque on n'a pas eu beaucoup l'occasion cette saison de jouer pour lui. José Joaquín Rojas. Ça fait prononciation difficile. Jorgensen est en pic, mais il n'est pas encore assez développé. Pas dit d'ailleurs que je le conserve sur le long terme, parce qu'au niveau des nationalités, ça m'intéresse pas plus que ça d'avoir d'avoir même un contingent des États-Unis, parce que j'ai déjà mes nationalités qui sont établies dans cette équipe. Espagne, évidemment, Colombie et Portugal, ça c'est le sponsor qui le veut. Et moi j'ai opté pour des Suisses, une colonie suisse, ça me fait bien plaisir. Et en marge de ça également, quelques Belges, il y a notamment ce petit Regen Nowen là, qui n'est pas dégoûtant, loin s'en faut. Donc on muscle un petit peu les choses sur la fin. Ouais, c'est des noms que je vous ai pas beaucoup montrés cette saison. Arcas, Prades sont notamment présents. On essaie de bosser, Rubio on l'avait vu à la limite sur le Giro. Mais Rojas également, je vous l'ai peu montré. Il faut dire qu'il s'est blessé le pauvre, il y a eu une très 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 longue période d'absence. Donc allez, on essaye de voir si... La difficulté honnêtement, la seule difficulté de ce parcours qui est sur un circuit, n'est pas, en tout cas sur le final, elle n'est pas très difficile et n'est pas très sélective, donc il y a peut-être moyen. Alors à un moment donné quand même, je me dis, tiens, est-ce que Prieto n'aurait pas un bon de sortie? Ça c'est le truc qu'on tente toujours à... Des fois on le tente à 3 km, des fois on le tente à 5, des fois on le tente à 8, 10 km de l'arrivée. Bon, la réponse c'est non. Tu n'as pas le droit de sortir. Il y a des gens qui veillent. Notamment la Sunweb a l'air d'être plutôt avec quelque chose en tête. Et ça va jouer ici. Allez, c'est parti. Rojas va être battu par Marc Hirschi. Bah tiens, voilà. Marc Hirschi qui lève probablement les bras pour la dernière fois chez Sunweb dans la partie, avant de nous rejoindre donc. Et c'est donc Boivin, notamment Herman, c'est Yessen qui était pas mal placé sur ce final, mais ce sera pas concluant. Donc, on n'a pas réussi à gagner avec Rojas, c'est dommage, mais en même temps, Hirschi, ça fait toujours plaisir. Ensuite, c'est les Trois-Vallées Varésines. Alors, Trois-Vallées Varésines, c'est de nouveau une équipe qui est assez compétitive. Vous voyez, je switch un peu. Des fois, on va avoir certains coureurs, des fois d'autres. Et puis, le tout, c'est qu'en fait, dans cette période-là, j'ai quand même 7 coureurs dans mon esprit qui préparent le Tour de Lombardie. On les verra notamment sur Milano-Torino. Et également 7 coureurs, ça c'est mes paveman, mes coureurs de classique flandrienne, qui eux par contre vont terminer leur saison à Paris-Tours. Voilà, donc j'ai deux fois 7 coureurs en tête pour la toute fin, la course majeure qui met un point d'orgue à la saison pour moi. En tout cas, il y en a 2. Et en l'occurrence, après, je remixe un peu suivant les repos, les formes, je dirais la fraîcheur à respecter aussi. En tout cas, si on veut conserver un peu de fraîcheur, parfois il faut accepter de laisser certains se reposer. Bref, voilà, vous avez compris, petit micmac. Et ici, dans ce final, qui va se jouer en montée, donc c'est assez intéressant. Assez intéressant, donc on va voir, voilà, ici. J'ai pas mentionné, un truc, c'est le moment d'en parler, parce que j'aperçois Campione d'Italia aussi, là, qui du coup n'est pas quelque chose qui nous met très très en confiance sur la réalité du parcours, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parfois le profil de la course, là, n'est pas exactement, ou n'est pas du tout, celui qu'on a en réalité.
Mais bon, voilà, c'est pas très très grave non plus. Pour les plus importantes, le profil est le bon. Hein. Et ici, qui est-ce qui va s'imposer? Bah écoutez, il va avoir sa revanche. Notre ami Solaire va avoir sa petite revanche par rapport au Giro dell'Emilia, où il s'était fait damer le pion par l'étonnant Antoniès. Là, c'est lui qui s'impose au sommet, donc il prend les 3 vallées varésines, ce qui est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. À ce stade, je sais pas qui sera leader sur le Tour de Lombardie. Ça se jouera certainement à la forme du jour. Savoir qui sera leader quelques jours plus tard entre Soler, Higuita, Mas. J'ai une petite préférence à la base pour Higuita, mais pas parce que je l'aime plus que les autres, mais juste parce que j'ai l'impression qu'il est peut-être plus à même de s'imposer, mais honnêtement, Mas peut le faire, on sait jamais. On sait jamais. Donc, en attendant, tiens, on recroise la route de Julien Alaphilippe. Il y a également Tadej Pogacar qui est présent, David Gaudu aussi sur ce Milano-Torino en version pas 2020, hein, puisque vous savez qu'en 2020 c'était très particulier, comme Milano-Torino dans ce calendrier reformaté était disputé un petit peu avant quoi d'ailleurs, un petit peu avant Milan-San Remo, c'est bien ça. Et bien en fait ils ont mis un profil sur lequel Arnaud Démare s'était imposé, hein. Et donc, c'était pas le classique qu'on connaît pour Milano-Torino et qu'on a là. Échappée infructueuse pour notamment Thibaut Pinot, qu'on a aperçu, parti peut-être d'un petit peu loin. Visiblement, lui, il joue la carte électron et Gaudu jouait la carte leader. On va se retrouver surtout voilà, hein, sur ce premier passage, je dirais, dans la difficulté qui va faire toute la différence. Alors, a priori, là encore, il y a quelques types qui sont protégés. Solaire est protégé, Mas est protégé. À voir ce que ça peut donner. Également le petit Prieto, là. Je sais pas trop qui je peux privilégier à ce moment-là. Hein. On va juste regarder comment la première ascension est digérée par les uns et par les autres. Est-ce qu'une cassure se fait? Est-ce qu'une opportunité se dégage? Le tour d'après, on ira à gauche. Voilà, mais là, hop, c'est la descente pour faire la petite boucle. Et donc, je vais essayer de faire rouler, parce que je profite du fait d'avoir un certain nombre d'équipiers encore présents, de qualité, hein, pour pouvoir faire rouler. Je crois que là, le choix est presque fait. Vous voyez, hein, petit train Higuita Soler Mas. Ça veut dire qu'il y a un petit choix déjà dans ma tête à ce moment-là. Prieto va se dépouiller, Almeida également. C'est Higuita Mas Soler, excusez-moi. Vous voyez, des fois je switch un peu. On regarde un peu ce qui reste comme barre. On voit un peu, parce que là, pas vraiment de favori absolu, même si Mas, il y a plus 2, quoi. Plus 2 de Mas, il fait envie, mais c'est pas forcément un gage de victoire, parce que les pourcentages sont très très forts. Solaire a un peu une meilleure note en montagne. Bref, ça peut se discuter. Mais en tout cas, sur le papier, on est très fort. Et donc, attention à Alaphilippe, attention à Pogacar. Ça, c'est Romain Bardet actuellement qui fait son effort, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Faut pas s'affoler. Pogacar reprend Bardet, avec encore une fois Yates dans les basques. Donc, ça, c'est bon. Higuita, Mas, Soler. Alaphilippe qui surgit. Attention au finish d'Alaphilippe. Et puis là, on va essayer de jouer le coup pour Solaire. Allez, c'est parti. Là, honnêtement, entre Pogacar, Solaire, qui est-ce qui va l'emporter? Vous voyez, en fait, Solaire va être trop court. Trop court. Bardet a bien tenu. On a également Adam Yates qui a pas mal tenu, mais c'est Pogacar qui était invincible sur cette montée. Donc, très très joli top 5, notamment, même top 10, hein, il y a vraiment de très très beaux noms, sur ce Milano-Torino. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera un avant-goût du Tour de Lombardie? Ou est-ce qu'on aura encore d'autres hommes à leur avantage sur le Tour de Lombardie? Beaucoup de suspense. C'est une partie qui est assez ouverte. Il peut se passer pas mal de choses dans un sens ou dans l'autre. Donc, il n'y a pas... moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand une course, même importante, même là, un monument, s'annonce.
honnêtement, difficile à prévoir. Même déjà dans mon équipe, je suis pas toujours certain de qui il va être la carte maîtresse. Et, euh, et même en face, je sais pas prévoir réellement qu'il va falloir absolument regarder. Mais évidemment, sur le Tour de Lombardie, on se dit a priori la pancarte est sur Julien Alaphilippe. Elle peut être sur Roglic quand il est là et quand il a l'air en forme. Elle peut être sur Pogacar vu qu'il a l'air en forme. Elle peut être... En tout cas, je pose la question. Peut-elle être sur Mathieu Van Der Poel avec ces notes-là? Oh là là. En tout cas, elle va peut-être pas être sur Mas et sur Prieto. Parce que, regardez, on s'est pris une cassure. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de se prendre comme ça des cassures. Du coup, je vais être obligé de sacrifier quelque part Prieto. Bon, on me dirait, on peut pas jouer 7 cartes, hein, donc pas grave d'en lâcher une. Prieto va ramener Mas, hein, pas de problème. Enfin, pas de problème, ça c'est à voir. Parce que, honnêtement, oui, problème. Parce que Mas, honnêtement, il a perdu de la barre dans cette histoire-là. Et Mas va s'avérer inexploitable dans Madonna del Ghisalo. Très très rapidement, on va comprendre qu'en fait, Mas, il a même pas sa carte à jouer parce qu'il y a eu cette chute-là. Donc c'est très très impactant. Moi, j'ai envie, parce que le plus 4 d'Almeida fait rêver, j'ai envie de voir s'il n'y aurait pas quelque chose à tenter ce jour-là avec justement l'ami Almeida, Jean Almeida. À voir. À voir. Donc il faut le protéger, ou en tout cas ne pas l'oublier. Rester placé, parce qu'en l'occurrence là, Higuita Soler sont très bien placés. Il faudrait faire remonter Almeida, ce qui va être chose faite un tout petit peu plus tard. Voilà. Mas, vous voyez, il est en souffrance. Il paye très très cher là, dans la fin de Madonna del Ghisalo. Il paye super cher la chute. C'est un peu dommage. Alaphilippe est bel et bien présent. Et vous allez voir, en fait, le groupe va se scinder assez vite. Et on va assez vite avoir des gens qui vont être totalement éliminés de la victoire potentielle sur ce Tour de Lombardie. Donc, allez, on entame maintenant la Colma di Sormano. On est avant le mur. Le mur, ce sera à gauche dans pas longtemps. Il y a David Gaudu qui s'excite. David Gaudu qui en plante une, c'est pas mal. Moi, ça me donne envie de peut-être tenter le coup, parce que c'est toujours bien de sortir, mais pas seul. Pour essayer d'avoir des relais, etc. Vous m'avez compris, gros. Et Almeida, voilà, allez, va tenter son coup. J'espère être suivi quelque part. Quelque part, si je suis suivi, honnêtement, c'est pas mal, mais ça va pas être le cas. Regardez, ça va être relativement apathique derrière Almeida, ce qui va obliger notre Portugais à se débrouiller seul. Higuita, on lui fait suivre la manœuvre, on va dire. Hein, mais il est en 12e position des poursuivants. Pogacar fait un gros effort. On voit Julien Alaphilippe en ce moment qui est en train d'essayer de sortir. On va voir comment. Dans un instant. En tout cas, Higuita, mal placé au final. Il fallait pas être 10e. Il fallait être dans les 5 premiers. Du coup, on se mange une cassure, on bouffe de la barre, là. C'est un peu usant. Almeida tient bien. Hein. Honnêtement, il fait une super montée comme ça du mur de Sormano. Donc, magnifique Higuita qui va quand même regarder sur la toute fin. Ouais, je vais baisser l'effort en fait. Hein. Ça sert à rien d'être tout seul. Hein. Autant attendre Pogacar, Alaphilippe, entre autres, et ne pas jouer le coup tout seul. Higuita a des chances de rentrer en vérité. On aperçoit aussi un groupe Roglic, Kruijswijk, et puis on a aperçu Dumoulin très brièvement, qui est aussi en train d'essayer de rentrer sur l'avant, mais justement à l'avant. Il y a Higuita intercalé avec Van Der Poel et compagnie, mais c'est Dylan Teuns, Alaphilippe, Pogacar qui se tire la bourre. Et en fait, ici, il va se passer un truc que je déteste, mais qui fait partie. Hein. Regardez, je vais aller sur le groupe qui est juste derrière, parce que je me demande un peu ce qui s'y passe, etc. Regardez, pile au moment où je vais sur le groupe, oh là là, il y a tout le monde qui est attaqué, qui met dans le rouge mon Jean Almeida. Et là, franchement, ça fait mal. Ça fait super mal de s'être pris ça. Il n'y avait pas moyen. En plus, Almeida est peut-être le moins bon rouleur de tous ces gars-là. Il y a Fulsang également. Quintana, voilà, Adam Yates, on l'a dit. Dans un groupe. Voilà, ça va recoller de l'arrière du coup, parce qu'ils vont s'arrêter un peu de rouler. Teuns ne souhaite pas apparemment faire plus l'effort que cela. Higuita est rentré. Et là, du coup,
le problème, il change. Avant, j'avais la carte Almeida à l'avant, et maintenant, j'ai Higuita qui, en fait, a un peu de meilleures notes, et qui semble surtout avoir plus de barres. Du coup, inversion des rapports de force dans l'équipe, et au moment d'aborder le Chivilio, c'est assez clair, c'est plutôt Almeida qui va se mettre au service de Higuita, en espérant permettre aux Colombiens de ne pas se faire trop distancer. On voit Pogacar ici qui a fait un effort somptueux, qui s'est un peu détaché. On ne se décourage pas, on sait que dans le Chivilio on peut revenir. Alaphilippe est très fort, Teuns semble à la ramasse, Fuglsang s'accroche à la Yates, en train de lâcher Alaphilippe, fait le boulot. Higuita est calé dans la roue, que c'est dur, mais mon Dieu que c'est dur, Almeida a lâché. Van der Poel est dans un groupe, fort intéressant ma foi. Van der Poel a réussi à basculer avec Alaphilippe, Higuita et Teuns. Et devant on a Pogacar, donc là ça commence à être de plus en plus tendu. On ne sait pas tellement qui peut s'imposer. On sait que Alaphilippe dans le jeu est très généreux. Il va pas compter ses efforts, et puis parfois même il ramasse la mise. Parfois il se fait damer le pion. Mais en tout cas, moi c'est la roue que j'ai choisi de suivre avec Higuita. Et regardez là, il y a une accélération qui est assez violente de la part de nos favoris du jour. Ce qui fait que la petite barre rouge d'Higuita, on n'est pas loin du sommet de San Fermo de la Battaglia. Mais regardez, oh là, il nous aura manqué pas grand-chose. Est-ce que ce pas grand-chose, c'est pas exactement ce qu'on a bouffé dans la fin du mur pour rentrer, parce qu'on n'était pas assez bien positionné en début du mur de Sormano? Vous voyez ce que je veux dire? Toujours est-il que quant à Alaphilippe et Van der Poel dans une descente avec l'arrivée et 30 secondes, on sait que l'histoire est terminée et que ça va se jouer entre ces trois hommes-là. Est-ce que Pogacar peut jouer sa chance ou pas? Bien sûr que non, ça va se jouer pour Mathieu Van der Poel qui s'impose au nez à la barbe du géant Alaphilippe. Donc exceptionnelle finale entre ces cadors, et une deuxième victoire en monument là cette année pour Van der Poel. Il avait gagné Liège dans la partie, Liège où Higuita avait fait quelque chose comme troisième si je me souviens bien, et Alaphilippe est battu comme ça sur le fil par un très grand Mathieu Van der Poel. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que le 66 en montagne, il n'est pas impactant. Alors vous allez me dire peut-être qu'il était à plus 5 de forme du jour et qu'il était en fait à 73. Oui, c'est peut-être vrai. Mais n'empêche que sur le papier, Tour de Lombardie, profil classique, 66 en montagne, il n'y a pas de lézard. Parce que c'est Van der Poel et qu'il y a les notes physiques de malade mental et la note de vallon qui ne l'est pas moins, avec possibilité comme ça de coiffer Alaphilippe au sprint. Bref, très très gros Tour de Lombardie. Et on termine pour ce qui est des courses. Après on fera quelques petits bilans avec notamment l'élection du coureur de l'année. Tout ça c'est toujours assez marrant. Tableau final de bilan. Mais Paris-Tour. Bon, alors Paris-Tour c'est pas le même niveau au niveau de la concurrence, présence de gros coureurs, etc. C'est pour moi une course importante. Peut-être pour l'IA elle l'est un petit peu moins. Néanmoins, on va essayer d'être vigilant. De toute façon, sur la moindre opportunité de prendre comme ça des victoires avec l'équipe de classique orientée autour de Garcia Cortina, je ne lâche rien et j'essaye toujours de voir de quelle façon est-ce qu'on peut s'entraîner, parce qu'il y a des moments où il faudra avoir de bons repères sur les classiques flandriennes au mois d'avril, fin mars, début avril, qui suivra. Donc autant avoir les bons repères déjà maintenant et savoir jouer avec cette équipe-là. Alors, Roulans, j'aurais bien aimé lui offrir quelque chose. On sait que Sylvain Dillier avait eu son petit bâton de maréchal là, cette saison, il a gagné l'Homme-Loop. Nowen mérite aussi d'être récompensé à un moment donné. Oliveira va nous quitter parce qu'il était trop gourmand et il voulait un rôle de leader que je ne pouvais absolument pas lui donner. Jacobs, écoutez, j'aimerais bien aussi pouvoir lui offrir quelque chose un de ces jours, mais c'est pas évident, surtout que la progression de Nowen est au-dessus de celle de Jacobs, donc ça en fait pas le favori réellement au niveau des lieutenants potentiels de Cortina le jour où il a une mauvaise forme sur une course d'un jour. Ce qui fait que
Non, bah là, le scénario est très clair. On va jouer le coup pour notre Espagnol star, avec son joli maillot de champion d'Espagne. Allez, on est dans le final. On a passé un certain nombre de chemins de vigne, si j'ose dire. Et oui, parce que là, c'est modélisé d'une certaine façon. Et il va falloir surtout voilà, se positionner à l'avant, faire attention à échapper. Bon, l'échappée n'est plus très menaçante à ce stade-là, mais elle aura tenté un petit peu de résister. On a comme ça un certain nombre de coureurs à 10 km de la fin, et moi je muscle. Il ne faut pas mollir à ce moment-là. On joue de manière très très agressive pour essayer de mettre Garcia Cortina dans les meilleures positions possibles. Ici, 5 km du but. Attention, hein, il y a Caleb Ewan, il y a quelques sprinters hein, quand même. Faut pas non plus, il n'y a pas Pipo et Bimbo non plus hein, sur cette course. Hein. Elle est quand même. Faut pas faire n'importe quoi. On n'est pas sûr de gagner quoi. Et donc là, hop, flamme rouge. Et Dillier va lancer son sprint. Il y a une petite cassure et donc je vais en profiter pour aller comme ça lever les bras avec Garcia Cortina. J'aurais pu laisser à Dillier, mais dans la logique de l'équipe, pas question. On travaille pour le leader et on a fait gagner ce leader. Point à la ligne. On regardera Brian Cocard, Arnaud Desmar. Il n'y avait pas non plus personne. Hein, Kurt Nielsen, etc. Caleb Ewan sont battus. Voilà. Ouf. Les courses terminées pour cet épisode. On passe maintenant au bilan et quelque part. C'est l'occasion, là, en participant à l'élection du coureur de l'année, c'est l'occasion de faire quelques petits bilans, de voir dans cette année 2021, dans cette carrière avec Movistar, donc c'est l'année 2, qui aura pesé, qui mérite ceci, qui mérite cela. Bon bah, pour le coureur de l'année, il n'y a pas photo. Je crois qu'il y en a un qui a gagné le Tour de France et le Giro. Donc là-dessus, on va pas discuter trop longtemps. Il a fait 6 sur la Vuelta, on se souvient que c'était un petit peu un crève-cœur, mais il y en avait un qui était bien au-dessus. Surtout deuxième championnat du monde et vainqueur du championnat du monde de contre-la-montre individuel. Donc ça doit compter, une pléiade de victoires. Bref, Higuita, coureur de l'année, il n'y a même pas discussion. Là où il y a discussion, par contre, c'est sur la 2e, 3e, 4e, 5e place, avec, je vous parlais de Van Der Poel, qui honnêtement fait une superbe année. Je retiendrai Amstel Gold Race, qui honnêtement était très très bien joué de sa part, voilà, même si on est revenu pas loin, mais ça ne l'avait pas fait. Donc, une belle victoire sur l'Amstel. Mine de rien, sur le Tour, il a existé, sur la Vuelta également, placé sur Paris-Roubaix, vainqueur à Liège, vainqueur en Lombardie. Bon, il fait une super année, hein. Placé sur la Flèche Wallonne, placé sur la Classica Saint-Sébastien, vainqueur à Montréal. N'en jetez plus. On a ici un vrai candidat au podium pour moi. Et sinon, il faut toujours aller regarder du côté de Wout van Aert et de Julien Alaphilippe un petit peu plus tard. Ici, pour Van Aert, c'est peut-être un peu moins folichon. Même si Van Aert, il a le Tour des Flandres, ça c'est l'arrivée du Tour des Flandres, à son actif, où il n'avait pas eu Van Mark sur la toute fin. Paris-Roubaix, un poil décevant. Une place sur le GP E3, une place à Hambourg, victoire à Plouay. C'est pas mal, mais c'est moins bien que Van Der Poel. Après, on peut aussi mettre dans la balance David Gaudu, parce que David Gaudu, il a juste gagné une Vuelta de manière juste somptueuse. Il a pas fait un mauvais Giro. Donc, à prendre en compte au moment de l'évaluation. Voilà, donc on se souvient à quel point la Vuelta de Gaudu était quand même d'une maestria ébouriffante. Donc voilà, il m'a tordu la tronche, on peut le dire. Voilà, donc alors on privilégie qui? Gaudu, Van Der Poel. Moi je me suis dit Gaudu pour la Vuelta. Et après, entre Van Der Poel et Garcia Cortina, mon cœur balance. En ce sens que Garcia Cortina, vous avez vu, il a eu un petit up. Classement, donc maillot vert sur le Tour de France, avec quelques victoires d'étape, et notamment s'impose sur les Champs-Élysées avec -3 ou -4 de forme du jour, au nez à la barbe de Caleb Ewan.
placé sur le round vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur de petites étapes à droite, à gauche, champion d'Espagne. Il y a quand même aussi quelqu'un au niveau de l'année, elle est pas dégueu. Ouais, vainqueur sur le Benelux, il a pris aussi Gand-Wevelgem et GPE 3, deuxième de l'Amstel, deuxième à Hambourg, deuxième à Plouay. Bon, il y a des petites références, l'année n'est pas mauvaise, loin s'en faut, elle mérite même d'être récompensée dans le top 5. Du coup, voilà, après, on a fait ce qu'on a pu. Je me suis dit, tu donnes toujours quand t'as le doute, tu donnes la préférence au coureur qui n'est pas le tien, par sportivité. Donc, 3 Van Der Poel, 4 Garcia Cortina. Et après, la question, finalement, c'est est-ce que Alaphilippe est jugé avec une meilleure saison que Van Aert, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Voilà. Donc, la question, finalement, mais pas trop difficile c'est pas trop difficile d'y répondre, parce que Alaphilippe a une année qui me paraît peut-être un peu moins dense au niveau des résultats, même s'il y a ce titre de champion du monde, mais un peu moins dense que Van Aert. Mais Van Aert aussi, c'est pas non plus exceptionnel. Du coup, j'ai quand même mis Alaphilippe en 5. On va avoir la bonne... Ah oui, je voulais... évidemment, toujours l'histoire. Classement de l'indice. Puisque c'est ça qui avait été un drame total l'année d'avant, où on s'était fait reléguer en Conti Pro. Mais là, Dieu merci, on réintègre le World Tour grâce à la progression de nos coureurs, essentiellement. C'est vraiment là-dessus que ça s'est joué, puisque apparemment il y a une moyenne pondérée des 5 meilleurs coureurs au niveau de leur note générale. Vous voyez ici quelques équipes qui font dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc nous, on est contents, on fait partie du bon wagon, et on aura toutes les invites sur tout le World Tour. On sera invité, voilà. On sera invité en 2022, que j'attends comme une belle saison, si tout se passe bien. Marc Hirschi va nous rejoindre. Il va falloir le faire bosser, celui-là. Je vais le faire bosser parce qu'on peut tutoyer des vrais sommets avec lui, je pense. S'il est bien boosté au niveau de l'entraînement. Voilà, en tout cas on espère qu'il lui reste un petit peu de marge. Le coureur de l'année a été élu. Il s'agit de Sergio Higuita. Et vous voyez, il y a une certaine logique. Au final, le jeu n'a pas considéré Gaudu. Il a préféré récompenser Van Der Poel en 2 et Garcia Cortina en 3. Pourquoi pas? Bon, peut-être un peu sévère quand même pour Gaudu, je trouve. Mais voilà. Donc les petits bilans sont sous nos yeux. Une année 2021 qui franchement fut excitante. Je souhaite avoir autant de plaisir et autant de plaisir à partager avec vous tous sur l'année qui suit, mais j'en doute pas. Je vous dis à très bientôt, bye bye.